Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de Société, une thématique cette semaine médicale et scientifique puisque nous allons parler du cerveau et de ses mystères, sachant qu'un Français sur 10 souffre d'une maladie du cerveau. Et pour la cognition, comme pour soigner certaines pathologies, je pense par exemple à l'épilepsie ou Alzheimer, les recherches menées passent par une étude de l'activité électrique et magnétique du cerveau. Et c'est justement un des travaux du Centre de recherche en automatique de Nancy dont nous avons sur notre plateau cette semaine 3 membres. Bonjour. Bonjour. Bonjour Laurent Kessler, vous êtes chargé de recherche au SNRS à Nancy. Tout à fait. Merci d'être sur ce plateau. Thierry Séchin, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'IUT de Saint-Dié-des-Vosges, professeur universitaire. L'IUT évidemment étant un organisme universitaire, c'est pour ça que vous travaillez en collaboration avec le CRAN, je le répète, le Centre de recherche en automatique de Nancy. Et enfin Jacques Jonas, bonjour. Bonjour. Vous êtes neurologue au CHU de Nancy. Oui. À l'hôpital central. C'est ça. Merci à tous les trois. Messieurs, pour illustrer le thème de cette émission et surtout son importance, je vous propose de regarder le spot du Neurodon de cette année, donc le spot de la Fédération pour la recherche sur le cerveau. On sait réparer le cerveau d'un ordinateur, mais pas celui d'un être humain, faute de moyens. Soutenez la recherche sur le cerveau. Soutenez le Neurodon. Voilà, le Neurodon, la campagne de promotion des dons en faveur de la recherche, évidemment, pour les travaux sur le cerveau. Laurent Kessler, un spot avec des images et un message assez dur, assez violent sur le fond. La recherche sur le cerveau, c'est important, bien sûr. Bien entendu que c'est important, parce qu'il y a encore de trop nombreuses personnes qui sont atteintes de maladies neurologiques. Et ce spot illustre vraiment bien la situation actuelle, à savoir qu'on est capable de maîtriser en partie les machines et les ordinateurs, mais manifestement sur le cerveau, il y a encore énormément de découvertes à faire pour pouvoir notamment soigner des pathologies qui peuvent s'avérer très lourdes. Alors justement, d'une façon globale, où en est la recherche sur le cerveau et qu'est-ce que l'on a déjà découvert de façon très globale et puis surtout, quelles sont les zones d'ombre qu'il reste à découvrir, à explorer? Alors actuellement, on a de plus en plus d'appareils qui nous permettent de voir l'anatomie du cerveau, donc de savoir comment notre cerveau est construit. Nous avons de plus en plus de dispositifs qui nous permettent de voir son fonctionnement, donc c'est-à-dire de savoir à l'échelle de la milliseconde près, donc un dixième de seconde près, comment notre cerveau fonctionne. Maintenant, les grandes questions qui se posent est, lorsqu'on réalise une tâche particulière dans notre activité quotidienne ou dans le cadre de certaines pathologies, eh bien, comment le cerveau s'organise. C'est ce mode d'organisation en fait qui reste encore un mystère actuellement, à savoir comment les étapes se déroulent les unes après les autres pour arriver à avoir un fonctionnement, qu'il soit normal ou pathologique. Mais après, on a énormément de dispositifs, comme l'imagerie par résonance magnétique, où on est capable de faire des coupes du cerveau à l'échelle du millimètre, donc on est vraiment capable d'être très précis sur l'anatomie. Les IRM aujourd'hui, évidemment, largement répandues dans tous les hôpitaux? Bien sûr, avec des capacités et une puissance d'exploration qui devient de plus en plus importante. Donc du point de vue technologique, il y a vraiment eu un saut technologique ces dernières années qui nous permettent d'appréhender mieux cet organe, mais il reste encore beaucoup de concepts à développer et à trouver. Jacques Jonas, un petit historique sur cette recherche sur le cerveau. C'est vrai qu'on parle aujourd'hui de peu de méthodes on parle des méthodes invasives et puis des méthodes de recherche, de travail sur le cerveau qui se font depuis l'extérieur. Oui, c'est ces deux méthodes qui sont un petit peu opposées. Si vous voulez un historique, c'est vrai que la recherche sur le cerveau a démarré à la fin du 19e, et notamment avec des choses assez invasives, puisqu'on s'intéressait plutôt par exemple à des gens qui avaient certaines pathologies et qui étaient ensuite morts, et puis on utilisait l'autopsie pour pouvoir faire des recherches sur le cerveau. C'est comme ça qu'on a découvert par exemple l'aire de Broca. C'est un patient qui avait fait un accident vasculaire cérébral au niveau de cette aire, et Broca a fait cette autopsie
après post-mortem, et c'est comme ça qu'on a retrouvé cette aire. Par exemple aussi au niveau de l'épilepsie, il y a l'histoire c'était un soldat de la guerre de 70 qui avait eu un éclat d'obus au niveau du crâne, et c'est comme ça qu'on a pu observer en direct une crise d'épilepsie de la région centrale, enfin de la région motrice. Donc sur le plan historique, ça a commencé de manière un petit peu invasive, parce qu'évidemment, à l'époque, on n'avait aucune manière de voir le cerveau de manière non invasive. Ensuite sont apparues les méthodes non invasives, de manière bien plus tardive, hein. L'IRM, le EEG, etc. Ce sont l'IRM, on connaît, le deuxième, c'est l'électroencéphalographie. Je pense qu'on va surtout en parler prochainement. Donc, c'est la capacité à voir l'activité électrique du cerveau simplement en mettant des électrodes sur le crâne. Alors justement, on va avoir ça en illustration, puisque, donc, vous l'avez précisé, les méthodes invasives où on rentre dans le cerveau, hein, je suis un petit peu, si je dis les choses schématiquement, elles tendent évidemment à disparaître, et vous étudiez plus l'activité aujourd'hui du cerveau avec les champs électriques et les champs magnétiques. On va voir ça en image, voilà, on le voit. Qu'est-ce que ça montre alors, cette animation ? Cette animation, elle montre en fait l'activité électrique qui est recueillie, enfin l'activité électrique du cerveau, parce que le cerveau c'est une machine électrique, donc il produit l'électricité, et on peut recueillir cette activité électrique en mettant des électrodes qui captent l'électricité simplement. Alors chaque point que l'on voit, F, C, etc., ce sont des électrodes placées sur le cerveau. Voilà, c'est des électrodes qui sont sur le crâne. Hein. Sur le crâne, pardon. Sur le crâne. Donc vous c'est des faites bien méthodes de non préciser. invasives. Voilà. Et donc le bleu et le rouge c'est le champ positif, et le bleu c'est le champ négatif. Voilà, ça c'est les méthodes non invasives, et nous avons également la possibilité d'étudier le cerveau de manière invasive chez les patients qui sont explorés par des électrodes, cette fois-ci en intracérébral dans le cerveau, mais pour des raisons médicales pures. Et on peut utiliser ces signaux qu'on enregistre pour des raisons médicales, on peut les utiliser pour la recherche. D'accord, alors les signaux, Thierry Séchin, c'est justement votre dada à l'IUT de Saint-Dié-des-Vosges. Pareil, quelle évolution aujourd'hui, quelle prise en main de ce signal électrique pour étudier le cerveau ? Alors, effectivement, une des difficultés, c'est qu'actuellement, on est donc capable de mesurer des tensions qui sont très faibles, puisque les signaux qu'on récupère à la surface du crâne, donc produits par le cerveau, sont de l'ordre de quelques microvolts. Donc, microvolts très faible, et dans un environnement relativement bruité, malgré les progrès de l'instrumentation. Et donc, toute la difficulté, là, ça va être d'extraire l'information utile au milieu de ce bruit. C'est un peu comme chercher finalement une aiguille dans une botte de foin. Essayer de le mettre en forme, de faire des modèles aussi, c'est-à-dire de voir, là on a vu donc des électrodes, mais toutes ces électrodes mesurent des choses avec des points de vue différents. Si on parle par exemple de l'épilepsie, on peut avoir un foyer épileptique, mais encore faut-il le trouver. Donc c'est grâce à un modèle qui relie toutes les informations issues des électrodes que l'on peut essayer de trouver l'origine, finalement, le foyer à l'origine de l'épilepsie. D'accord. Alors l'épilepsie, on va y revenir. Juste après cette question, cette remarque, c'est quelque chose d'assez récent également. Tout ce travail sur le cerveau, aujourd'hui, Thierry Séchin, se fait de façon transversale entre les différentes disciplines scientifiques de la médecine, etc. C'est nouveau. Enfin, ça date de quelques années, mais c'est très important. Oui. Et c'est même indispensable dans le sens où les progrès dans les différentes branches scientifiques sont tels que on ne peut plus revenir à l'époque de l'encyclopédisme ou du XVIIIe siècle de l'honnête homme, finalement, où les gens sont donc très spécialisés. Et pour aborder le cerveau, on a besoin à la fois de médecins, bien évidemment, puisque c'est un peu, l'alpha et l'oméga, le début et la fin des recherches, mais également de gens comme Laurent qui travaillent dans le domaine des neurosciences, de l'imagerie, donc de toutes les techniques finalement de captage de l'information, et puis aussi des gens comme moi qui traitent le signal, donc qui essayent de le mettre en forme et de faire des modèles pour relier tout cela. D'accord. Alors revenons, si vous le voulez bien, à des applications un petit peu concrètes. On va parler dans un premier temps des pathologies. On finira l'émission sur tout ce qui est cognition, mémoire, reconnaissance des visages, etc. Laurent Kessler, pour l'épilepsie, 150 000 cas en France. Et pour 30% d'entre eux, vous me racontiez, les traitements sont inefficaces. Donc il faut pallier, il faut trouver d'autres méthodes de traitement.
Alors, je précise, donc parmi ces 150 000 patients en France, 30% sont résistants au traitement médicamenteux, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être stabilisés, leurs crises épileptiques ne sont pas stabilisées par des médicaments, et par conséquent, il faut réussir à trouver des alternatives à ces traitements médicamenteux pour faire cesser les crises d'épilepsie. Alors à ce moment-là, il est nécessaire de rentrer dans des phases d'investigation du cerveau qui rentrent dans le cadre d'examens invasifs, cette fois-ci, parce que les méthodes conventionnelles d'électroencéphalographie où on pose des capteurs à la surface du cuir chevelu ne permettent pas de localiser très précisément la zone d'origine de ces crises. Et à ce moment-là, donc, on va aller chercher quelle est la zone du cerveau qui est responsable de celle-ci. Et on va chercher ensuite à faire un retrait chirurgical de cette zone pour pouvoir guérir le patient. Alors, ou éventuellement... Qui dit retrait chirurgical, pardonnez-moi, mais j'imagine, dit d'énormes précautions pour ne pas altérer d'autres fonctions essentielles du cerveau. Alors bien entendu, parce que ce cerveau qui est une machine extraordinaire, à la fois il a des compétences incroyables pour notre fonctionnement normal au quotidien, mais d'un autre côté il peut dysfonctionner, engendrer des pathologies graves, et l'objectif c'est de supprimer la pathologie tout en conservant un mode de fonctionnement normal. Si tant est qu'il puisse être conservé normal, dans le sens où la pathologie et le fonctionnement normal sont quand même interagissent très fortement, parce que la pathologie va progressivement empiéter sur le fonctionnement normal du cerveau. Et là, à ce moment-là, c'est vraiment nécessaire pour nous aussi d'explorer le fonctionnement normal du cerveau pour faire en sorte que le traitement qu'on va proposer aux patients n'altère pas les fonctionnalités et au contraire fasse en sorte de redonner une fonctionnalité à ce cerveau, puisqu'il a cette capacité aussi extraordinaire à être plastique, c'est-à-dire qu'il y a une plasticité cérébrale qui fait que les fonctions sont capables de se réorganiser dans le temps une fois le traitement mis en place. Donc en fait, tous les examens... C'est la solution, on s'appuie sur cette plasticité, comme vous dites, pour intervenir et puis pour espérer que le traitement aboutisse sans trop altérer les fonctions. Alors oui et non, il y a la question de l'âge qui va rentrer en ligne de compte, parce que plus on va vieillir et moins notre cerveau aura cette capacité plastique à se réorganiser. Et d'autre part, c'est là où notre travail aussi entre en ligne de compte, c'est-à-dire que par les mesures électrophysiologiques que l'on va faire, on va pouvoir prédire le résultat du traitement que l'on va mettre en place. C'est-à-dire que par les méthodes électrophysiologiques, par le recueil de l'activité électrique du cerveau, on va être capable de déterminer si cette zone est saine et fonctionne correctement et n'a aucune raison de se détériorer après le traitement. Par conséquent, les zones qui, elles, sont malades, on va pouvoir les traiter plus facilement. D'accord. Jacques Jonas, c'est une avancée conséquente dans le traitement de telles maladies comme l'épilepsie ? Ah oui, cette méthode d'approche est une avancée conséquente, bien qu'on voudrait, je pense, traiter l'ensemble des maladies épileptiques par les médicaments. C'est une méthode qui est beaucoup plus simple, mais beaucoup moins dangereuse, on l'a bien compris. Beaucoup moins dangereuse, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Et malgré les taux de traitement médicamenteux qui sortent sur le marché, et il y a encore des médicaments récents qui sont sortis, on ne fait pas d'avancée sur le plan de l'efficacité des traitements. On fait des avancées sur les effets indésirables qui sont moins importants, mais aucune avancée sur le plan des médicaments, et c'est pour ça qu'on a toujours recours à la chirurgie actuellement. D'accord. Un point sur d'autres maladies, comme d'autres pathologies, par exemple, comme Parkinson et Alzheimer. Où en est la recherche sur le cerveau concernant ces maladies ? Pour l'Alzheimer, la recherche actuellement, je dirais qu'elle est sur deux versants. Le versant fondamental, on essaie de mieux comprendre quelles sont les raisons de cette maladie, qu'on a du mal encore à comprendre. On a du mal à savoir si c'est l'évolution normale du cerveau, si c'est un vieillissement normal. Ou alors vraiment un phénomène pathologique. Et même ce phénomène pathologique, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau ? On sait qu'il y a des neurones qui meurent, et ces neurones qui meurent sont vraiment importants pour la mémoire, et c'est pour ça que la maladie d'Alzheimer se caractérise par des difficultés au niveau de la mémoire. Et ça, on ne le comprend pas très bien, et il y a certaines avancées. L'autre avancée sur le plan médical, je pense que c'est vraiment le diagnostic. Ça peut paraître un peu bizarre, mais la maladie d'Alzheimer, c'est un spectre. C'est des signes cliniques qui peuvent être très, très variés, très différents, et on a encore aujourd'hui du mal à dire est-ce que c'est véritablement une maladie d'Alzheimer ou pas. Et actuellement, on sait qu'il y a des biomarqueurs, c'est-à-dire des molécules qu'on va doser en faisant une ponction lombaire, c'est-à-dire en récupérant le liquide qui existe autour du cerveau, et on va doser certaines molécules pour savoir de manière biologique s'il s'agit véritablement d'une maladie d'Alzheimer ou pas. Et
Et ça, c'est vraiment les avancées cliniques qui sont vraiment tout à fait récentes ces derniers temps. D'accord. Au niveau de la maladie de Parkinson, vous m'avez posé la question, la principale avancée, je pense, c'est quand même le développement de la stimulation profonde. Je m'explique. La maladie de Parkinson, c'est dû à un dysfonctionnement au niveau de noyaux au niveau du cerveau qui aide au mouvement. Et on sait que si on met une électrode, on implante une électrode dans le cerveau et on stimule ce noyau électriquement, on améliore les mouvements du patient. Et cet accès à cette voie chirurgicale améliore beaucoup l'état clinique des patients. Et c'est ce qui se fait de façon encore un petit peu confidentielle, hein. Dites-moi si je me trompe, ce n'est pas tous les patients évidemment de Parkinson, il faut que la maladie soit à un stade important. Soit à un stade important, et c'est encore des patients qui répondent encore un petit peu au traitement, mais pas tout à fait. Donc on est un petit peu on est à la limite. Les patients qui sont indiqués pour ce genre de chirurgie ont déjà quelques années d'évolution, mais encore un petit peu de réponse aux médicaments. Ils sont jeunes également. D'accord. Quelles autres maladies peuvent être concernées par, on a bien compris, ces études électriques et magnétiques de l'activité du cerveau? Principalement, ça reste tout de même l'épilepsie. Hein. Si vous intéressez vraiment au fonctionnement électrique du cerveau, l'épilepsie est vraiment une maladie qui naît d'un dysfonctionnement électrique. Donc on a tout à fait l'intérêt d'enregistrer l'activité électrique du cerveau de manière normale, mais également ces dysfonctionnements. Donc c'est vraiment l'épilepsie sur laquelle il faut se concentrer si on veut enregistrer l'activité électrique du cerveau. Peut-il y avoir, j'allais dire, une action propre du malade lui-même sur l'activité électrique? C'est peut-être une question un petit peu bête, pardonnez-moi, mais sur l'activité électrique de son cerveau pour améliorer les choses, ou tout le moins, je ne sais pas, de façon un peu basique, faire attention au champ électromagnétique qui l'entoure. Non. En tout cas, les patients épileptiques n'ont pas de raison de se protéger de certains champs magnétiques environnants. Le cerveau, bien entendu, parce que comme le cerveau est électrique, quoi que vous fassiez, que vous pensiez, que vous marchiez ou que vous fassiez n'importe quoi, que vous regardez quelque chose, ça a forcément des conséquences sur le fonctionnement électrique du cerveau, puisque son mode de fonctionnement est électrique. Même lorsqu'on dort. Voilà, même Même quand lorsqu'on on dort, on a une entendu. activité électrique cérébrale. Et c'est justement ça qui va être intéressant dans la cognition, c'est-à-dire que la cognition, c'est les fonctions cérébrales, la vision, la mémoire, etc. Et on sait que lorsqu'on fait certaines tâches de vision, de mémoire, de mouvement, l'activité électrique du cerveau se modifie. Et c'est ça qu'on va enregistrer, soit de manière non invasive avec les électrodes sur le crâne, soit de manière invasive avec les électrodes intracérébrales chez les patients épileptiques. Ok. Le signal, cette étude, Thierry Séchin, de l'activité électrique de notre cerveau, elle peut encore progresser? On a bien compris que c'était quelque chose d'assez récent, vraiment sans méthode invasive. On va voir ce qui se passe dans la boîte crânienne. Mais quelle évolution encore de cette technique, de cette recherche? Oui, bien sûr, ça peut évoluer. Les premiers capteurs datent des années 20-30. Donc, au niveau de l'instrumentation, il y a eu de grands progrès de fait. Je dirais que maintenant les choses sont à peu près stabilisées pour ce qui est des électrodes de surface. Par contre, maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est la mise en cohérence de tout ça, c'est-à-dire l'analyse mathématique. Et là, on est vraiment au début parce que le cerveau, c'est quelque chose d'assez retors finalement. C'est non linéaire, c'est très bruité et en fait, force est de constater qu'on ne sait pas grand-chose. On est vraiment au début. D'accord. D'où l'importance, comme on l'a précisé tout à l'heure, de la transdisciplinarité de cette étude. Tout à fait. Et d'ailleurs, au niveau transdisciplinaire, lorsqu'il y a un diagnostic qui est posé donc pour éventuellement conduire à une exérèse d'une partie du cerveau, ça s'appuie sur plusieurs modalités, à la fois sur l'EEG, sur l'IRM, sur d'autres choses encore. On essaye de recoller, c'est ce qu'on appelle de la fusion de données, c'est-à-dire qu'on a différents points de vue. Un IRM, par exemple, va donner une information qui est plutôt anatomique, mais où on n'aura pas nécessairement la précision au cours du temps, alors que l'EEG, lui, a une grande finesse. On voit une crise évoluer. L'électroencéphalogramme, si je me permets. Oui. Donc l'électroencéphalogramme, on voit une crise se dérouler, alors que sur l'IRM, on n'a pas cette finesse. Donc il faut coupler les différentes modalités
Et c'est donc ce qui permet de poser un diagnostic pertinent. Donc là aussi, il y a du travail au niveau, je dirais, du signal, du traitement de l'image et de toute la circuiterie mathématique qui va autour. D'accord, merci pour cet éclairage, certes scientifique, mais ô combien important, on l'a bien compris. Laurent Kessler, par rapport à tout ce qui est cognition, mémoire, etc., où en est-on? On a bien compris l'importance des interventions sur le plan médical, mais après sur le plan tout simplement physiologie du cerveau. Il y a des choses à améliorer, il y a des choses à fouiller. Bien entendu, bien entendu. Alors au niveau du fonctionnement normal, beaucoup d'équipes de recherche aussi s'intéressent au fonctionnement classique de notre cerveau, c'est-à-dire en termes de langage, de vision, de motricité, et notamment de mémoire, comme ça peut être le cas dans notre équipe de recherche au sein du Centre de recherche en automatique de Nancy. L'intérêt aussi, bien entendu, sur l'aspect cognition, eh bien, c'est d'étudier les liens qu'il existe avec la pathologie pour comprendre un petit peu où nous en sommes. Et là, à nouveau, les différentes méthodes d'exploration du cerveau vont nous renseigner sur ce mode de fonctionnement normal, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable d'enregistrer des ondes électromagnétiques spécifiques d'une certaine activité, c'est-à-dire lorsque je vous regarde, quelle est la zone de mon cerveau qui est en train d'activer et qui fait que je suis en train... C'est la diapo qu'on vient de voir juste avant, où on voyait deux courbes, on va essayer de la remettre, pardonnez-moi, on voyait une courbe qui correspondait aux objets et puis une autre qui correspondait au visage. On voit bien que l'activité électrique n'est pas la même. Bien entendu, alors il y a une latéralisation aussi, c'est-à-dire que ce que l'on appelle dans le langage spécialisé les aires de Brodmann, donc c'est-à-dire les aires fonctionnelles de notre cerveau ont déjà été quand même relativement bien étiquetées, c'est-à-dire qu'on connaît relativement bien où se trouvent dans notre cerveau les aires du langage, les aires de la vision. Maintenant, la grande question qui se pose, c'est comment est-ce que ces aires interagissent entre elles, comment lorsque je réalise des tâches qui sont complexes, c'est-à-dire que même le simple phénomène de lire un texte eh bien, va activer mes aires de la vision, vont activer les aires du langage pour faire en sorte que les mots que je suis en train de voir, eh bien, je les reconnaisse comme quelque chose qui est verbalisable, c'est-à-dire que je suis capable de concevoir. Eh bien, toutes ces zones-là, elles vont s'activer à des instants différents dans le temps. Elles vont se mettre les unes après les autres pour faire en sorte que ce que j'ai en face de mes yeux eh bien, ait un sens pour moi. Et on l'a bien compris, comme l'a précisé Thierry Séchin tout à l'heure, c'est là où les formules mathématiques peuvent intervenir pour faire la connexion entre toutes ces zones et tout simplement ce traitement de l'information qu'il reste à découvrir. Alors bien entendu, un des grands objectifs du futur au niveau européen, c'est d'essayer de modéliser un cerveau réel en 3 dimensions, donc d'essayer de recréer un cerveau tel qu'on le connaît du point de vue anatomique, et dans ce cerveau virtuel-là, eh bien, d'aller y mettre l'information telle que nous, on peut l'apercevoir, et voir un petit peu quel est le cheminement de cette information au sein de ce cerveau. Et donc c'est par ces modèles mathématiques que l'on va peut-être pouvoir un jour trouver le meilleur cheminement pour expliquer chacune des activités que l'on peut réaliser au quotidien. Mais bien entendu, étant donné qu'on ne peut pas aller mettre autant de capteurs que l'on veut dans le cerveau, on ne peut pas faire de méthodes trop invasives chez nous. Et post-mortem, je veux dire, le cerveau n'est plus en fonctionnement, donc ça n'a plus aucun sens d'aller y faire quelque chose. Donc forcément, c'est ces modèles-là avec l'informatique, les mathématiciens. Donc c'est à nouveau là où le côté interdisciplinaire de nos équipes est vraiment très important, que les mathématiciens parlent avec les médecins, que les chercheurs en traitement du signal parlent avec les personnes de neurosciences, pour qu'on essaye de former un tout, donc de recréer cet organe-là avec les compétences de chacun pour essayer de comprendre la façon dont il fonctionne. D'accord. Reconnaissance des visages, reconnaissance des objets. Quelques mots sur la mémoire. Jacques Jonas, c'est plutôt votre créneau. Oui. Le travail sur la mémoire, où en est-on? Et puis voilà, qu'est-ce qui pourrait être amélioré les prochaines années? Au niveau de la mémoire, ça reste quand même un mystère assez important. La mémoire est une fonction qui est extrêmement compliquée. Je pense que ça se comprend de manière assez intuitive. On sait maintenant à peu près où se trouvent les régions qui sont importantes pour la mémoire, notamment ce qu'on appelle l'hippocampe, ce qui est une structure assez profonde et qui ressemble à un hippocampe. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Je confonds avec l'hypophyse ou c'est à l'arrière du cerveau? Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil, ça n'a rien à voir, d'accord. J'aurais dû me taire. Non, ça ressemble. L'hippocampe est dans la région temporale, voilà, la tempe,
très en profondeur. Donc c'est une structure qui est difficilement explorable de manière non invasive parce que comme elle est profonde, on a du mal à la voir, notamment grâce aux électrodes de surface, puisque c'est une structure qui est très profonde. On sait que une grande partie de la mémoire se joue dans cette région-là, mais à savoir comment exactement elle fonctionne et comment est-ce qu'elle communique avec d'autres aires, ça reste quand même un mystère assez important. Où en est la recherche ? Je pense qu'elle est au stade des modèles, c'est-à-dire qu'on a des hypothèses, savoir comment est-ce que ça marche, mais on n'a pas encore décidé ou déterminé quel était le modèle qui était déterminant ou vrai. En gros, on pourrait dire que l'hippocampe a la capacité c'est le coordinateur, c'est-à-dire c'est lui qui va aller chercher les informations qui se trouvent dans le cerveau. C'est lui qui va aller les prendre et va les mettre également. On a l'impression que c'est le coordinateur de tout ça. Et que le stockage se fait plutôt dans des aires qui sont plus sur le versant externe du cerveau et pas en profondeur. Mais tout ça, ça reste des modèles qui restent encore à être vérifiés. D'accord, donc une recherche fondamentale, très complexe, là, on a bien compris. Quelques mots sur, on va revenir un peu sur les maladies très rapidement. Laurent Kessler, c'est important toutes ces recherches parce que les maladies du cerveau, ce sont des maladies chroniques, donc qui coûtent cher à être traitées et qui durent longtemps. Bien entendu. D'où l'importance les enjeux, j'allais dire, économiques et sociétaux de ces maladies du cerveau. Oui, bien entendu, il y a énormément d'impact sur la société de toutes ces pathologies-là qui ont un coût vraiment lourd puisque ça a des conséquences qui peuvent aller juste quand même dans le milieu du travail puisque par exemple pour les patients épileptiques, de nombreuses professions sont proscrites et c'est vrai que toutes ces méthodes que nous essayons de développer vont aussi dans le sens d'une réduction des coûts. Donc à la fois, on tient compte de l'aspect humain, c'est-à-dire qu'on essaye de faire des choses de moins en moins invasives, donc de moins en moins douloureuses pour le patient, pour proposer des traitements qui soient facilement tolérés par les patients. Et d'un autre côté, il faut aussi tenir compte de l'ensemble de ces coûts en essayant de développer des traitements qui soient bien moins onéreux que ce qu'on peut avoir. Et c'est sûr que ça rentre en ligne de compte dans la façon dont on gère nos recherches au quotidien. Et c'est pour cette raison-là aussi que la remontée d'informations que peuvent nous faire les médecins qui sont au contact des patients est vraiment très important. Et c'est aussi la collaboration avec les patients qui fait qu'on comprend mieux le fonctionnement aussi normal dans la population. Et c'est vraiment cette collaboration-là avec les patients qui acceptent aussi très gentiment de participer à nos protocoles de recherche. On a aussi des personnes volontaires saines qui viennent aussi rentrer dans nos protocoles, qui fait que, on est capable de proposer des traitements qui favorisent après l'accès aux soins. Vous avez bien fait de le préciser, ça peut être un appel qui peut parler à quelques-uns de nos téléspectateurs. Deux annonces. Ce samedi 9 mars, journée porte ouverte chez vous à l'IUT de Saint-Dié-des-Vosges. L'occasion de vous rencontrer, l'occasion de découvrir des formations, dont une formation sur le signal et l'importance du signal électrique, pourquoi pas ? Oui, tout à fait, puisque au niveau de l'IUT, donc, nous formons donc des DUT Bac+2 et des licences professionnelles Bac+3, mais c'est vrai que pour le grand public, quelquefois, l'IUT est réduit à une structure d'enseignement, alors que dans le mot IUT, il y a le mot universitaire, et donc l'IUT est rattaché à l'Université de Lorraine, et donc il y a des enseignants-chercheurs qui font de l'enseignement, certes, donc dans le domaine du traitement du signal, mais aussi dans le domaine de la recherche. Et pour en savoir plus, ce samedi 9 mars, journée porte ouverte à l'IUT de Saint-Dié-des-Vosges. Dernière annonce, la semaine prochaine, donc du 11 au 17 mars, c'est la semaine du cerveau. Et dans ce cadre-là, le samedi 16 mars à 20h30 à Éloie, à l'espace culturel d'Éloie, il y aura un concert des Grognards qui permettra, d'abonder un petit peu le budget de la Fédération pour la recherche sur le cerveau. Voilà, le samedi 16 mars, concert des Grognards à Éloie. Évidemment, le Neurodon également la semaine prochaine dans les magasins Carrefour, pour ne pas les citer, la possibilité de faire des dons pour la recherche. Merci à tous les trois de votre participation. Merci à vous de votre attention et à la semaine prochaine pour une nouvelle thématique.